Bonjour tout le monde et bonne année 2022. Nous sommes de retour pour ce 4e épisode de Anime no Kura. Cette fois-ci, nous sommes de nouveau tous les trois chez nous. Ça veut dire que notre cher Eggs va devoir faire un magnifique montage de nos trois voix. Encore, bon c'est pas un souci, ce sera fait. Y a pas de problème. Donc nous sommes de retour tous les trois. Eggs, Bad Singleton. Salut, salut. Et moi-même, Shea. Pour vous présenter cette fois-ci l'épisode que j'ai moi-même choisi, Fumetsu no Anatae, ou en anglais... To Your Eternity. Merci. C'est l'animé le plus récent, je pense qu'on va parler, parce qu'il est sorti au printemps 2021. C'est tellement le plus récent que c'est tiré d'un manga qui n'est pas encore fini, qui est toujours en cours de prépublication. Donc ça y est, on fait dans la nouveauté. Peut-être que la plupart d'entre vous ne l'ont pas vu. Je pense qu'avant de rentrer dans les détails, on a des choses à annoncer sur où est le podcast, où est disponible le podcast. On a pas mal avancé dessus normalement. C'est disponible sur SoundCloud. Il est disponible sur iTunes. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais mis en place. À savoir que oui, on n'avait toujours pas réglé le problème avec Google Podcast. Mais on a pas mal avancé. Normalement, tout fonctionne et on est sûr maintenant qu'avec le dernier épisode qui a été publié, que vous pouvez récupérer le podcast juste en rajoutant le lien dans votre appli ou en passant par iTunes. Je pense que nous avons aussi une nouvelle présence sur les réseaux sociaux, non? Oui, c'est vrai. Si, j'ai oublié. Donc maintenant, on est disponible sur Instagram, sur Twitter. Je pense possiblement faire une page Facebook. Ma foi. Alors, allez clairement sur Instagram, parce que pour l'instant, on a quelques petits soucis avec Twitter, étant donné que j'ai créé le compte avec mon compte Twitter à moi, ce qui n'est pas des plus pratiques pour pouvoir transférer les accès les droits à tout le monde. Faut qu'on trouve une solution. Je pensais en avoir trouvé une, mais c'est pas encore. Moi, je pense souvent avoir trouvé des solutions. Ça va devenir un peu le running gag à chaque fois. J'ai des trucs. Mais à mon avis, ça va se finir. On va faire sauter le compte que j'ai créé et Shea va en créer un nouveau, vu que c'est plutôt elle qui s'occupe de tout ça. Ah oui, parce que d'ailleurs, vous pouvez nous trouver sur Instagram sous le nom aninokura_podcast. On vous fera signe dès qu'on aura trouvé la bonne méthode. Non, si vous êtes sur Instagram, allez-y, celui-là il est prêt. Oui, c'est mieux. Donc après tout ça, c'est l'heure de vous présenter le résumé de l'animé du jour. Donc Fumetsu no Anatae, c'est une histoire un peu bizarre qui commence par une orbe. Elle est envoyée sur Terre et elle est capable de changer de forme en fonction de son environnement. Donc elle prend d'abord la forme d'un rocher, puis ensuite de la mousse, donc elle passe d'un état totalement inerte à quelque chose de vivant. Dans le premier épisode, un loup vient mourir à côté d'elle. Et avec les émotions du loup, elle prend la forme de ce loup. C'est un peu nébuleux comme principe, on sait pas trop comment elle décide ou non d'avoir la forme d'un être vivant. En tout cas, elle devient ce loup.
et elle erre un peu sans but dans la toundra. Elle marche, et elle va tomber sur un village dans la neige, où se trouve un garçon, tout seul, qui s'avère être le maître de ce loup-là. Comme tout le monde est parti dans le village, le garçon se sent seul et est vraiment content que son loup soit revenu. Et il décide de partir à leur recherche. Il prend un traîneau, il met plein de choses dessus qu'il pense lui être utile, et il part avec son loup dans la toundra. Après plusieurs jours, je crois, de recherche, il se blesse et doit rebrousser chemin. Le garçon reste avec son loup dans le village et commence à lui confier ses sentiments. Finalement, il décède de ses blessures et l'orbe, en fait, prend la forme du garçon. Donc ça, c'est le résumé du premier épisode, qui est important. En fait, je pensais au départ un peu essayer de pas trop spoiler le premier épisode, mais finalement, je me suis rendu compte que si on n'explique pas tout ça, on n'explique rien. De toute façon, on va spoiler à fond, je pense, parce que c'est pas un animé dont on peut parler sans expliquer ce qui s'y passe. Étant donné que c'est plein de petits arcs, et que l'épisode 1 est en lui-même un arc, où on dit rien, où on spoil tout. Donc effectivement, si vous voulez le voir, si vous voulez vous garder la surprise, vaut mieux ne pas nous écouter avant. Dans la plus peu de tradition anime que là, on va parler de tout. C'est ça. Donc j'essaye quand même de garder du flou. Le premier épisode est quand même un peu trop détaillé, je m'en excuse, mais vous en avez besoin pour un peu comprendre ce qu'on va dire par la suite, même si on va essayer de garder une part de mystère pour les autres arcs. Donc comme je disais, le garçon décède, le loup, qui est à la base l'orbe, prend sa forme, et c'est là vraiment que commence l'animé. Donc là il part tout seul. C'est l'histoire qui suit, c'est en fait toutes les personnes qu'il va rencontrer, comment lui il va évoluer, parce que même s'il a la forme d'un humain, il sait pas manger comme un humain, il sait pas parler, il sait rien faire en fait. Donc en fait Fumetsu no Hanatae, ça illustre l'histoire d'un être immortel qui fait l'expérience de l'humanité, qui rencontre tout type de personnes dans de nombreux endroits et à travers le temps. Donc ça c'était, comme je l'ai dit précédemment, le résumé de l'épisode 1. Donc là je vais vous laisser Ex vous présenter les personnages de cet arc-là, donc le premier épisode, parce que si je vous présente tous les arcs d'un coup, je pense qu'il y en a pas mal qui vont être perdus. Donc Ex, c'est à toi. Donc les premiers personnages qu'on va voir, l'être immortel, qui va s'appeler Fushi, même si on aura seulement ce nom-là à partir du deuxième arc, qui est donc vraiment le personnage principal de cet animé. C'est un immortel, créature capable de changer d'apparence, envoyée dans le monde par le narrateur. On va en parler juste après. Le narrateur, l'observateur, pour des raisons pas encore forcément très claires. Il n'a pas du tout de motivation innée, il ne sait pas qui il est, ni pourquoi il existe, et en tout point, c'est un nouveau-né. Sa principale capacité, ça va être de copier ou créer des objets qui lui ont donné des émotions. Des objets ou des êtres humains. Le narrateur, donc l'observateur, grand personnage en capuche, très, très sombre, très inexpressif, c'est le créateur supposé de Fushi, qui va nous raconter au début toute l'histoire, parce que Fushi ne communique pas. C'est lui qui va mettre en place la base de qu'est-ce qu'on est en train de voir, de ce que l'on voit. Et il a clairement un plan, un objectif en tête pour Fushi, et on ne saura pas véritablement ce que c'est. Il est uniquement visible et audible par Fushi. Il aura plusieurs occasions de parler avec, et Fushi lui répondra. Et on ne sait pas véritablement si c'est un allié ou un antagoniste. Et deux autres personnages techniquement, parce que ils sont deux, c'est donc Yohan, le loup, le chien-loup, nom qui lui sera donné par le garçon. C'est donc le loup blanc qui meurt sur Fushi en forme de pierre. Première incarnation vivante de Fushi. Et donc le garçon, dont on ne connaîtra jamais le nom, qui est le jeune habitant du village désert, qui a pour seul compagnon le loup, après que les humains soient partis, soient morts, et il sera la première forme humaine que Fushi prendra, et accessoirement
la forme qu'il gardera le plus tout au long de l'aventure. Donc ça, c'était les personnages de l'épisode 1. Je vais maintenant passer à un bref, rapide résumé de l'arc 2, Fushi, l'immortel. Aussi en français, dans les sous-titres, on l'appelle Im, parce que je suppose que, comme Im vient de immortel, Fushi, ça doit être un rapport comme ça avec le japonais aussi. Oui, Fushi c'est l'abréviation de qui ne peut pas mourir. Petite anecdote, pour ceux qui l'auront peut-être écouté en anglais, Fushi reste Fushi en anglais. Ils ne l'ont pas traduit. Donc pour l'arc 2, Fushi va marcher jusqu'à tomber sur le village d'une petite fille qui va s'appeler March. C'est elle qui va lui servir un peu de maman. Elle va lui apprendre beaucoup de choses de la vie. Donc en fait cet arc-là, il est surtout basé sur l'apprentissage des choses basiques par Fushi. Donc par exemple comment manger comme un humain, parce que là à date c'était un loup. Donc il mangeait à quatre pattes par terre sans vraiment se soucier. Donc c'est un peu un sauvage. Donc elle va lui apprendre à prendre ses deux mains, mordre dans le truc, etc. Elle va lui apprendre à marcher plus ou moins, plus correctement, enfin que des choses comme ça. Donc l'arc 2, il se centre pas mal quand même sur ça. Il va aussi faire la rencontre d'autres personnes, comme par exemple Pioran qui est importante quand même pour la suite. Mais je vais laisser X vous expliquer en détail qui sont ces deux personnages et les autres de l'arc. Alors, March, c'est une très jeune fille du village de Ninanna. D'ailleurs, je crois on peut appeler ça l'arc. C'est la première interaction d'humain à humain avec Fushi. Et comme tu disais, elle prendra le rôle de mère pour lui. Son rêve étant de devenir adulte et d'avoir une très grande famille. Elle est malheureusement choisie pour être sacrifiée à une fausse divinité, Oniguma, et accessoirement, elle est très douée pour grimper dans les arbres, capacité que Fushi utilisera par la suite. Parmi les autres protagonistes, on va avoir Palona, une jeune fille, pas mal plus âgée que March, elle aussi vivant au village. Elle joue un peu le rôle de grande sœur de March et aussi de conjoint dans leur jeu de la famille où les enfants sont les peluches que Palona fabrique. Elle s'entraîne beaucoup pour être capable de protéger les gens qu'elle aime. Survivante malgré elle du sacrifice, elle fera tout son possible pour sauver March. On peut rajouter à ça les premiers véritables antagonistes de l'histoire, qui vont être Oniguma, un peu malgré lui, un ours blanc gigantesque qui a été élevé au rang de divinité par la population, et particulièrement Ayase, qui sera la principale antagoniste de la saison 1. C'est une guerrière qui exécute le rituel de sacrifice à Oniguma. Elle va chercher à s'approprier Fushi dans un premier temps, en le ramenant à ses supérieurs pour montrer qui est cet être divin qui peut revivre et changer de forme. Et suite à leur affrontement et à la défaite qu'elle subira, elle développera une obsession pour Fushi qu'elle retrouvera beaucoup plus tard dans le dernier arc de cette saison sur l'île de Jananda, avant leur séparation. Piolan qui va faire une apparition dans cet arc-là, mais qui est plus présente sur la suite. C'est une très vieille femme qui sert de chamane pour le rituel, qui est en réalité une criminelle. Elle suivra le départ de Fushi une fois partie du village et de la ville où ils seront ramenés plus tard. Et puis elle le guidera vers Takunaha, qui est l'arc juste après. Donc l'arc suivant, Takunaha, il va rencontrer
d'autres personnes, parce qu'on a dit au début que c'est un peu ça l'histoire du truc, c'est qu'il va rencontrer plusieurs gens. Il va donc rencontrer principalement un garçon qui s'appelle Gougou. Donc dans cet arc-là, il va rester très longtemps en fait comparé aux 2 arcs suivants, parce qu'il se déroule sur plusieurs années. Et à ce moment-là, il va vraiment apprendre à parler correctement, parce qu'avant ça, il grogne vite fait, il dit 3-4 mots, mais ça s'arrête là. Là, on voit vraiment une amélioration dans son langage. Aussi, il va apprendre à faire du travail manuel, il va vraiment plus se familiariser en fait avec la vie de famille, entre guillemets. Donc, je vais laisser, je pense, présenter les personnages. Donc je vais reprendre tout de suite avec Piolan. Donc une fois sorti, Piolan va emmener Fushi à l'endroit où elle vivait à la base, avec lequel avec Fushi, ils formeront une famille reconstituée, avec justement Gugu dont on va parler, et Sakeji, un distilleur de saké. Et ça va en fou à 16 heures. Accessoirement. Assez excentrique. Ils sont tous de toute façon assez excentriques. Dans cet arc-là, on va voir aussi l'apparition donc des knockers. Donc les knockers, des entités parasitiques qui cherchent particulièrement à s'en prendre à Fushi pour lui voler ses souvenirs, des souvenirs qu'il a emmagasinés des personnes dans lesquelles il peut se transformer. On ne connaît pas véritablement leur but. Aux knockers non plus. On ne sait pas s'il y a quelqu'un qui les envoie, si... C'est une force naturelle maléfique. Une volonté, oui. On ne sait pas. Et on ne le saura pas. Pour pas se mentir, on ne le saura pas à la fin de la saison. Ensuite, Gugu, jeune garçon des rues, abandonné par son frère, suite à un accident où il se sera sacrifié pour sauver Rin, la fille dont il est amoureux, il est défiguré et vivra caché sous un masque après que Sakeji l'ait sauvé, avec des gros guillemets. Il deviendra plus ou moins le grand frère de Fushi, avec qui ils passeront plusieurs années ensemble, comme une famille, donc avec Sakeji et Piolan. Et Lin, une jeune fille, et l'intérêt amoureux de Gugu à la base, rêvant d'indépendance malgré sa famille qui l'étouffe, elle sera le moteur d'une grande partie de l'arc, des motivations de Gugu, et par là même de ce que pourra faire Fushi durant cet arc. Donc après ça, on passe au dernier arc, qui est l'arc de l'île dont je ne me souviens plus du nom. Jananda. La prison. C'est ça, en fait, comme vient de le dire Bastien Leton, c'est une île qui renferme des criminels, entre guillemets, parce que de ce que j'ai compris, il y a des enfants qui sont nés sur cette île, qui sont là pour aucune fucking raison. C'est juste que comme leurs parents étaient des criminels, ils sont là aussi. Ils ont eu le choix La famille avait le choix de suivre ces criminels-là sur l'île. Et s'il y a des familles là, bien entendu, ça se perpétue. Ça fait là une société. Et tous les enfants qui naissent sur l'île ne sont pas considérés comme des criminels. D'ailleurs, ils n'ont pas forcément la même marque. Vu que les criminels sont reconnus à travers la marque qu'ils ont dans la main, et ils n'ont pas la même marque, mais effectivement sont des habitants de l'île et sont tout autant prisonniers de l'île que les prisonniers eux-mêmes. C'est ça, parce qu'une fois qu'ils sont sur l'île, ils ne peuvent pas repartir. Sauf cas très 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 exceptionnels que vous pourrez voir pendant l'arc. Donc pendant cet arc-là, Gugu
Pardon, je m'excuse, c'est Fushi, pas Gugu. Je suis en train de mêler tout le monde. Donc pendant cet arc-là, Fushi va... En fait, il se rend sur l'île parce qu'une certaine Tonari, que Ex va vous expliquer plus en détail qui elle est plus tard, les a fait monter, lui et Pioran, sur un bateau qui se rendait donc à l'île. Finalement, les hommes et les femmes arrivés sur l'île sont séparés et Fushi, j'ai vraiment du mal, hein. Et Fushi se retrouve séparé de Pioran. Et le but, en fait, de Fushi pendant cet arc-là, ça va surtout être de libérer Pioran et de s'en aller avec elle. Donc, je vais laisser Ex vous expliquer les persos, vous présenter, plutôt que expliquer les personnages de cet arc-là. Ça va être relativement rapide parce qu'au final, je vais ne présenter que Tonali, qui est donc une orpheline de l'île de Jananda, qui donc piégera Fushi et Pioran sur l'île, puis cherchera à utiliser le pouvoir de Fushi pour réaliser son rêve de s'enfuir de l'île. Elle est la meneuse d'un groupe d'orphelins qu'elle cherche à sauver, et accessoirement a un grand rêve qui est de devenir écrivaine. Donc je pense qu'on a pas mal résumé tous les arcs sans spoiler les gros trucs à spoiler. Pour l'instant. Ça viendra. Ça va peut-être venir. En tout cas, je pense qu'on va pouvoir passer à la partie technique qui va vous être présentée par notre cher Bassim Jato. Yep. Alors, comme on disait, c'est un anime plutôt récent. Printemps-été 2021. Un 20 épisodes, quelque chose qui est pas très en standard au niveau du nombre d'épisodes. Comme on dit, c'est une adaptation du manga du même nom, paru en anglais chez Kodansha USA et en français chez Pika Édition, par Oshima Yoshitoki, qui nous a aussi donné le manga A Silent Voice, qui lui a aussi été adapté par Kyoto Animation en film. Le manga est en publication depuis 2016, et comme on avait dit, la publication est toujours en cours. Une première pour Anime no Quest. Oui, en effet. Donc le studio qui nous apporte ça, c'est Brains Base, un studio qui est là depuis 1996, mais que les œuvres notables, tant que moi, commencent en 2008 avec Natsume's Book of Friends, fait 4 saisons, Durarara, Princess Jellyfish, Mawaru Penguin Drum, pardonnez le fourchage de langue, My Little Monster et la première saison de My Teen Romantic Comedy Snafu. Mais pour un studio relativement jeune, ils ont quelques beaux noms d'animés qui ont pu être faits avec titres qui ont pas mal marqué. À la direction, on retrouve Murata Masahiko, qui a signé lui-même toutes les storyboards de l'anime, chose qui est pas tant courant. Pour autre chose autre œuvre marquante qu'il a fait, plusieurs storyboards et direction d'animation sur Naruto et Naruto Shippuden, directeur d'épisode 7 et 10 de Serial Experiments Lane, et directeur de Corpse Princess, Gilgamesh et Nighthead Genesis. Au caractère design, Yabuno Koji, qui, petit trivia, a lui-même fait toutes les keyframes du premier épisode, mais dont le crédit a été refusé par NHK, qui ont malheureusement la réputation de couper beaucoup de monde au crédit. Et à la musique, Ryo Kawasaki, qui, dans ses œuvres notables, c'est surtout des adaptations de Fate Grand Order qu'il a fait. Côté Seiyu, pour Fushi, on a Kawashima Reiji, un petit nouveau. Seul autre rôle notable, c'est les voix de Patrick et Ricky dans Shadow's House, l'autre vraie récente. Pour Marge, on a Ikasaka Rie, qui est aussi une débutante. Son autre rôle marquant, c'est Nono Hana dans Octo Précure. Pour Pioran, Aikawa Erikako, qui a fait Psyche Kurumi dans The Disastrous Life of Psyche, qui était la mère. La narratrice dans Nichijou, et aussi la voix de Eevee dans la première série de Pokémon. Ça m'a plutôt amusé. Pour l'Observateur, aussi connu sous le nom de Black Hood, on a Tsuda Kenjiro, que moi personnellement je reconnais toujours depuis qu'il a joué Overhaul dans My Hero Academia. Il fait aussi Tetsu dans La Voix du Tablier, Yamabiko dans Sonny Boy, qui d'ailleurs est excellent, je vous le recommande, le narrateur dans ses artworks Black, et Nari Sago Akihito dans ID Invaded. Pour Gugu,
On a Shiraishi Ryoko, qui est en fait une femme, qui a aussi fait Kagenui Yaduru dans les séries de Monogatari, Mabuchi Ko dans Aoharu Ride, et Ayasaki Hayate dans Hayate the Combat Butler. Pour Tonari Dalton, on a Inagawa Heri, qui est aussi relativement nouvelle, qui est connue pour Hijirikawa Siam dans les séries Show by Rock. Et pour Ayase, la plus grande antagoniste, on a Saiga Mitsuki qui a fait Kobuchi Kuranosuke dans Kurage Hime, Yoite dans Nabari no Ho, et Tsukasa dans Dot Hack Unite. Casting chargé, il y a du monde. Oui, on a plusieurs arcs, on a plusieurs personnages. Quand même, hein. Oui, en effet. C'est fou quand même que le gars qui fasse Fushi, c'est un nouveau, et il a fait juste 3 choses, et c'est 3 fois un main. Oui, plutôt talentueux. Vraiment. 3 fois un main? Ah non, mais en fait, dans Shadowhouse, c'est la même personne, donc ça compte pas, quoi. Mais parce que c'est marqué supporting sur Animalist, mais on les voit quand même beaucoup, là. Oui. C'est ça, techniquement, sur un Animalist, Fushi est nommé juste comme... C'est le seul main, tous les restes des... C'est le seul main, non. Ouais. Oui. En tout cas. Donc quand même, il a fait 2 persos, puis 2 mains, quoi. Il arrive direct en force, il a pas fait de support. Yep. Petite note musicale. Pour l'opening, on a Pink Blood par Hitada Hikaru, qui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vers la fin, on a une petite séquence où on voit toutes les personnalités que Fushi a absorbées, et ça change au fil des épisodes. Ah oui. Non, j'ai pas fait attention. Oui. En général, c'est le moment tu sautes les openings. Non, je les saute pas. Je saute aucun opening, jamais. Même tous les One Piece, j'ai regardé tous les openings des 1005 épisodes. Mais en fait, le nombre de jours que tu aurais pu sauver à ne pas regarder les openings de One Piece. Le nombre de jours que j'aurais pu sauver à ne pas regarder One Piece. Mais en tout cas, si je les regarde, vite fait, parce qu'en général, c'est le moment où je suis sur mon sel. Donc j'ai pas noté les détails. Mais c'est vraiment cool, par exemple, je vais aller vérifier. Et moi, quelque chose qui m'a un peu étonné aussi pour l'ending, c'est une pièce instrumentale, Mediator par Hamazu Masashi. Avec ça, on a fait le tour? Je pense que oui. Donc maintenant que Bad Singleton a fini la partie technique, on va passer au débat. Donc j'ai commencé parce que c'est moi qui ai introduit l'anime, donc j'espère que ça n'a pas trop été difficile pour vous à regarder. Oh, difficile, non, c'est sûr que c'était pas excessivement joyeux, ça on s'accorde, mais ça m'a intéressé, personnellement en tout cas. Je vais ouvrir les hostilités différemment. J'aurais aimé To Your Eternity. Ah ouais, t'as pas aimé ça? J'ai relativement aimé l'histoire. C'est une série à l'origine que j'avais droppée durant la saison. J'ai pas du tout aimé l'arc de March. Ouais, il paraît qu'elle a fait chier pas mal de gens. Ouais, je l'ai pas du tout trouvé attachante. Je suis pas quelqu'un qui aime les enfants à la base, donc ça aide pas beaucoup. Et j'ai trouvé à peine que ça commençait à être intéressant à partir du time skip. À partir du milieu. Et vers la fin, ça s'est assez effondré. Puis ça s'est repris au dernier épisode.
En fait, moi, c'est ça l'impression que j'ai eue. Genre, le premier épisode, là, j'étais comme, what the fuck, j'ai jamais ressenti ça de ma vie pour un premier épisode d'animé. Je pleurais ma vie à la fin, là. Genre, j'ai pleuré, franchement, pendant 10 minutes. Alors que c'est des persos qu'on connaît depuis, quoi, 20 minutes. Mais ça m'a brisé le cœur, genre, j'ai pleuré, pleuré, pleuré. Puis après, moi, du coup, quand t'as un épisode comme ça qui commence, tu t'attends à un truc de fou. Puis en fait, bah non. Bah, comment dire? Je pense, c'est quand même un animé qui est pas simple, je trouve, à appréhender. Non. Qui est techniquement simple à suivre, en ce qui concerne les protagonistes en tout cas. À chaque fois, les histoires, elles sont claires, mais il faut avoir envie de regarder ça. La saison 1, c'est un animé qui va explorer le thème pour moi de la famille en grande partie, de la construction de soi et de son rapport par rapport aux autres. Et en fait, chacun des arcs, ça va être l'évolution de Fushi, donc qui va vraiment être l'équivalent d'un nouveau-né au départ, à ceci près que il peut pas mourir, ce qui est quand même un peu spécial pour un nouveau-né. Mais chaque arc va le présenter en face d'une figure familiale et d'un cap à passer, d'une évolution à faire. Ce qui rend la chose assez particulière, c'est qu'en fait, on a un héros qui, durant les 5 premiers épisodes, ne parle pas, est incapable de parler, parce que c'est un enfant. C'est un bébé, il sait pas parler, et il va juste interagir avec d'autres personnes comme un loup, un petit peu, parce qu'il a pris du loup forcément dans sa forme précédente, mais qui va apprendre à se construire en tant qu'être humain. Et c'est un thème, c'est particulier. On peut pas dire le contraire, je pense. Je connais, pour le coup, je connais pas d'autres. Il y a des animes qui vont vous parler d'une période de la vie, le passage à l'âge adulte, l'enfance, des choses comme ça, mais qui vont vraiment faire juste une partie avec et développer autour de ça. Là, on a vraiment un arc, une période de la vie. En fait, moi, c'est pour ça que j'avais choisi l'anime, parce que, oui, le premier épisode était incroyable. Le reste était moins au niveau du premier épisode, mais j'ai quand même trouvé ça différent. Et moi, j'ai aimé, là, je peux pas dire le contraire. Puis, comme tu disais, Bassim, le dernier épisode, pour moi, est revenu au niveau du premier. Mais tout ce qui se passe entre, c'est vrai que c'est pas un animé qui parle à tout le monde. Je pense que justement, il y a beaucoup de gens qui ont droppé à l'épisode, justement, pas à l'épisode, à l'arc où il y a March, parce que tout le monde a regardé le premier épisode, s'est dit waouh, et s'attendait à quelque chose, et puis finalement, ça va pas du tout. En fait, tu sais même pas à quoi t'attendre, tu regardes le premier épisode, tu dis d'accord. Puis là, ça s'enligne vers quoi? Tu sais pas vers quoi ça s'enligne du tout. Jamais. Surtout que là, on finit la première saison, et comme tu disais, les faucheurs, les frappeurs, knocker. on sait toujours pas ce qu'ils veulent. Ils sont là, on sait ce qu'ils font, mais on sait pas pourquoi. En fait, on les rencontre seulement vers la fin. Un coup qui s'est échappé et qui était avec Pierran en route vers la maison de Sakeji. Donc ça, c'est clairement une introduction à la saison 2 qui va forcément arriver, j'imagine. De toute façon... En fait, j'ai oublié de le mentionner durant la technique, mais la saison 2 est déjà confirmée pour l'automne 2022. Ah ouais, c'est Alors, proche. c'est pas compliqué. J'ai regardé. En gros, la saison 1, laissez-moi relire mes notes. La saison 1 finit au chapitre 54 du manga, soit c'est les 6 premiers tomes. Quand même. Ce qui est plutôt standard comme rythme d'adaptation. La version actuelle, c'est 150 chapitres en tout, un peu plus, je sais plus exactement. Je les ai lus pour voir. Et alors, est-ce que c'était si fidèle? Parce que moi, j'ai vu des avis sur internet qui disaient que c'était quand même très fidèle. Alors, c'est très fidèle, mais peut-être qu'on en reviendra un peu plus tard. Ça suit l'histoire, oui. Il n'y a pas de... C'est pas un massacre, quoi. de changement majeur. Non. Ok. Je vais être très curieux par rapport à ça, justement, parce que pour avoir lu A Silent Voice, l'autrice est excellente pour faire de la caractérisation extrêmement rapide des personnages. Je veux dire, je sais pas si vous avez vu, vous deux ou nos lecteurs,
mais une des personnages dans Silent Voice, Mickey, n'a qu'un chapitre à son arc, et tout le monde apprend à la détester en dedans de 20 quelques pages. Ouais. Tout est dit sur elle, dans la façon dont elle opère, dont elle voit la vie. Et c'est quelque chose que Silent Voice, c'est un chef-d'œuvre aussi. Hein. Oui. Et c'est quelque chose qui devrait s'appliquer, tant qu'à moi, à cet anime-là aussi, parce qu'on sent qu'il y a quand même 3 arcs, on a une belle brochette de personnages, surtout à l'arc de la prison. Tonari a quoi, 5 complices avec elle? Oui. Et un oiseau. Oui, les hiboux. Il faut caractériser ce monde extrêmement rapidement, et personnellement, je ne sais pas si c'est dû à une faiblesse directoriale au niveau de l'adaptation, ou c'est juste, les personnages sont peu développés, mais moi, l'anime m'a très peu réussi à faire apathiser avec les personnages. C'est peut-être aussi parce que c'est pas forcément des personnages auxquels on a envie de s'attacher. Parce que comme tu disais, moi non plus, les enfants, c'est pas trop mon affaire là. Donc March, sincèrement, quand son arc était fini, j'étais bien contente de me débarrasser de March. Pareil pour Tonali, c'est peut-être des enfants un peu plus évolués, mais moi j'ai préféré l'arc où il y a Gougou. Parce que c'est un peu plus adulte, mettons. Ouais, ben, je pense que cet arc-là était mieux parce que prend moins de personnages et que ça pouvait prendre le temps de respirer, qu'il faut aussi d'un peu plus un humain, si on pouvait dire. Mm-hmm. Aussi que, selon moi, la production s'est un peu effondrée vers la fin. Niveau technique, c'était pas tout à fait là. En fait, moi, je comprends pas pourquoi ils ont fait 20 épisodes. Je pense qu'ils auraient pu en faire 24 et développer un peu plus. À voir comment, au niveau de la qualité dans les derniers épisodes, je suis content qu'il n'en ait pas fait plus. Mais probablement qu'Alex va pouvoir nous éclairer vu qu'il a lu le chapitre du manga. Possiblement que c'était pas possible d'adapter un autre arc dans 4 épisodes. Alors non, c'était complètement impossible parce que en gros, ce qui va se passer par la suite, donc je vais rien vous dire en particulier pour pas vous spoiler, mais l'arc suivant est plus ou moins un arc qui va faire 50 chapitres. Il va faire autant que tout ce que vous avez vu. Ah, toi, t'as pas lu les chapitres qui sont de l'anime, t'as vu la suite? J'ai tout lu. Ah, t'as tout lu, ok, c'est bon. Oui. Mais il manque pas d'arc? J'en ai pas remarqué, non. Ok. Donc ouais, clairement, ça c'était l'introduction pour qu'il chope des nouvelles formes, puis qu'après il aille quitte les... Alors je sais, c'est un peu difficile à dire. En gros, le fait est que une fois qu'on a fini la première saison, Fushi a pu suivre l'évolution de l'être humain et de la famille de la naissance à la mort. Il a vu tout ce panel-là. Il est à la base de je pense, la construction de c'est quoi un être humain, c'est comment ça se fonctionne et comment ça se passe. Et c'est vraiment un bloc. Et je pense que c'était vraiment l'idée. C'est vraiment très très spécial. La suite, l'arc suivant et l'arc d'encore après, c'est vraiment des choses très très particulières pour lesquelles j'ai vraiment envie de rien dire. L'arc suivant est assez dans la continuité, l'arc d'après est vraiment complètement autre chose. Mais oui, c'est même là-dedans, vraiment, l'arc suivant va proposer une autre version de l'évolution de Fushi. Donc il a complété son évolution d'humain, il va aller sur une autre évolution et ce sera encore autre chose derrière. Ça me donne envie de le voir maintenant. Oui, c'est malgré le fait que je n'ai pas tant aimé l'anime, je pense peut-être justement lire le manga ou suivre la prochaine saison, parce que l'histoire derrière est intrigante. La trame narrative qui englobe le tout, où est-ce que ça s'en va, ça me rend très curieux. Oui, c'est vrai, parce que en général, les animés, tu sais quand même, plus ou moins ça s'enligne vers où, tu vois. Il y a un but dans l'histoire, là. Là, dans Fumetsu no Hanatai, on n'a pas tant de but. Enfin, moi, personnellement, j'en vois pas vraiment. À part le fait que, il faut qu'il se développe, il apprend des trucs, mais à part ça, c'est pas un but clair, net, précis. C'est genre comme dans One Piece, il veut le One Piece, hop, tu sais, il s'en va où. Il y a des choses qui sont dites durant l'animé, mais qui sont dites vraiment sur une phrase, en particulier dans les discussions avec l'observateur. Et il faut pas forcément chercher plus loin que ce qui est dit là. Tellement de mystère. Non, c'est très vague, c'est très... J'ai envie d'aller lire le manga, là, moi. Non, mais enfin, il s'est dit dans l'animé. C'est des phrases qui sont dites dans l'animé. Oh, je regarderai certainement pas à c'est nouveau genre de ça, phrases je vais que aller toi, lire.
c'est le genre de phrase que tu vois, tu l'entends, mais ça te passe comme ça au-dessus, puis après, t'as la suite, puis tu dis... Mais en fait, c'est tellement flou. On a tellement l'habitude d'avoir des Des énoncés clairs. ouais, bah, ou quelque chose de très clair. Mais là, pour le coup, c'est très clair. Mais plus des plans compliqués, parce qu'on va chercher à voir c'est quoi le but qui est derrière, pourquoi est-ce que c'est comme ça et pas autrement, alors que là, des fois, bah non, en fait, juste que ce que dit Blackwood, c'est ce qui se passe. Et alors, ça joue peut-être aussi, interprétation personnelle, mais la représentation de l'observateur dans le manga me semble être nettement moins antipathique que dans l'animé. Ah. L'animé, je trouve qu'il a l'air dur. Il a l'air dur et méchant. Il a l'air de cacher des choses. Moi, je trouvais qu'il avait l'air indifférent. Ouais, moi c'est ça, complètement. Très détaché. Et il a l'air, je le trouve, en faisant la lecture, il m'était moins antipathique en tout cas. Ah ouais, parce que, bah comme disait Ça joue Vincent peut-être. Lurton, il a l'air d'en avoir rien à foutre. Genre, il a lancé un truc sur Terre, puis il regarde, et il attend de voir il se passe quoi. Moi, c'est un peu ça mon feeling avec lui. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une intention, mais c'est comme lancer un 25 sous en l'air. Ce sera pile, ça se fasse, ben on a fait une expérience, ça a donné quelque chose. Mm. Mais on voit qu'il se soucie des knockers, qui veut que Fushi ne tombe pas sur leur emprise. Mais c'est tout. Il apparaît un peu détaché. Est-ce que vous pensez que ce dude-là, c'est Dieu dans l'animé? Il dit très clairement qu'il n'est pas Dieu, je me trompe pas. Ouais, hein. Donc qui est-il? Alors, je pourrais dire plein de choses, mais je vais pas le Non, faire. on les dit pas. On a spoil que l'animé ici. Moi, oui. je spoil les gens, mais j'aime pas qu'on me spoil. Je m'excuse, guys. Ah, si vous voulez, le truc qui m'a le plus fait bizarre avec cet animé, c'est que j'ai un peu de mal avec le besoin de tout rendre dramatique. Où toutes les histoires de tous les personnages ont des implications extrêmement sombres. Et au final, la seule période heureuse de la vie de Fushi, vraiment, qu'on va voir dans l'animé, c'est les 4 ans qui sont passés en ellipse. Enfin, on ne les verra pas. C'est vrai. Qui sont dans la ville de Takunaha. Donc en gros, ouais, on va... Bah, j'exagère, il y a des passages positifs aussi, mais oui, vraiment, le moment où il passe vraiment du temps à se construire, à se construire en prenant le temps de pouvoir se construire, techniquement en ayant une enfance, ben, c'est des passages qui seraient peut-être chiants, hein, peut-être que ce serait très chiant à voir, quoi que ce soit, mais on n'a même pas un épisode dessus, en fait. C'est vraiment, on finit un épisode, et c'est 4 ans plus tard, tout va bien, tout a bien allé pendant 4 ans, bon maintenant, il n'y a plus rien qui va bien aller. Mais est-ce que dans le manga, on l'envoie un peu plus de ce passage-là, ou il y a une ellipse aussi? Non, même chose. Oh, ok, parfait. Et question par rapport à l'anime, est-ce que ces drames-là personnels ont réussi à vous toucher? Est-ce qu'il y a des personnages pour lesquels vous avez réussi à sentir la sympathie? Oh bah oui, moi ça fonctionne, je suis assez facile avec ces trucs-là, ça fonctionne bien sur moi, mais parce que tous les personnages veulent vivre leur vie et veulent être heureux, bah, quand tu vois March avec ses petites peluches, c'est mignon, quand tu vois Gougou qui veut juste avoir une vie normale après s'être fait trahir par son frère, ça fonctionne. Quand tu vois peut-être un petit peu plus de mal avec Tonali, parce que un des points qui reste, enfin je vais laisser peut-être Shea répondre à ça avant, mais juste pour la suite, un des points que j'aime beaucoup, c'est que quels que soient les personnages, quel que soit leur passé, quelle que soit leur histoire, il n'y a jamais de véritable jugement sur les gens. On dit, bah oui, ils ont cette vie-là. Et, des fois, leur vie, ça leur fait faire des choix qui sont un peu tout nuls, qui sont pas forcément défendables, mais on passe pas de temps à les pointer du doigt, à leur dire, regardez, ça c'est mal. Ce qu'il a fait là, c'est pas bien.
Non, ce qu'il a fait, c'est sa vie. J'aime vraiment beaucoup comment t'as expliqué ça. C'est vraiment bon. Moi, pour répondre à ta question, Singleton, ils m'ont touché parce que moi, je suis un public très facile pour les sentiments, en général. Mais ça n'a rien à voir comparé à ce que j'ai ressenti pour le tout premier doute qu'on sait pas son nom. Genre, lui, il était tout seul dans son petit village, là. Il croyait dur comme fer que tout le monde allait revenir. Finalement, il se dit, bon, puisque eux ne reviennent pas tout de suite parce qu'ils ont enfin trouvé, genre, le superbe endroit où vivre et tout, moi, je vais y aller. Puis, tu vois, au fur et à mesure de l'épisode, genre, qu'il se rend compte qu'en fait, tout le monde est mort, quoi. Puis qu'ils reviennent pas parce qu'ils sont tous morts. Pas parce qu'ils ont trouvé, tu sais pas, le jardin d'Éden ou je sais pas quoi, là. Ils ont juste tous crevé, en chemin. Et lui, il est tout seul dans son village depuis des années, où il restait que lui et les vieux. Les vieux sont tous morts de vieillesse, ou de maladie, on sait pas trop de quoi ils sont morts. Et lui, il est tout seul, et il attend. Et il attend rien. Donc tu vois, au fur et à mesure de l'épisode, genre, que lui, il essaye de garder le sourire, qu'il essaye de motiver le loup en se disant tu vas voir, on va trouver, mais que lui, il y croit même plus. C'est quasiment plus comme il essaie de se motiver. C'est ça, il essaie de se convaincre, en fait, lui-même. Puis en parlant au loup, parce qu'il sait très bien que le loup comprend rien. Enfin, pense que le loup comprend rien. Mais moi, lui, je pense que c'est celui qui m'a le plus touché, alors que c'est celui qu'on a vu le moins. Ben là où c'est très malin avec ce personnage, c'est que c'est vraiment l'équivalent de Fushi à ce moment-là. Si ce n'est que il a pu survivre en étant enfant parce qu'il a eu quand même des adultes à la base, mais tout le moment où il a dû se construire par la suite n'existe pas. Et il s'est construit pareil lui-même. Il a pas eu de référentiel, il a vécu seul, tout comme Fushi qui à ce moment-là est seul. Et Fushi reprend un peu la suite de l'évolution de ce personnage-là. Mhm. C'est, alors, je sais, alors pour le coup, ça, je suis plus sûr si c'est dit dans l'animé ou dans le manga, mais si Fushi passe le plus clair de son temps dans cette forme-là, c'est parce qu'il s'y sent le plus connecté. C'est avec cette personne-là qu'il a le plus de rapport. Enfin, qu'il se reconnaît le plus, il se reconnaît le plus dans cette personne-là. Ça fait beaucoup Je... de sens. Je pense pas que ça a été dit dans l'animé, mais en effet. Non, je pense pas. Ça me dit rien. Mais ça fait beaucoup de choses, par exemple. Oui. Pour répondre à ma propre question, j'ai eu effectivement de l'empathie avec le garçon qu'on n'a pas connu le nom au début. Mais j'ai surtout eu de l'empathie pour Hayase, en fait, l'antagoniste. Quand on la revoit à la fin, on suppose qu'elle a tout perdu, qu'elle touche le fond du baril, j'ai trouvé que c'était le personnage à ce moment-là qui a été le mieux développé, malgré qu'on l'avait pas vu. Moi, j'ai un peu du mal avec les persos. Non, vas-y, pardon. Toute la folie qu'elle démontre, moi, personnellement, j'ai trouvé chaque chose qu'elle fait, son obsession avec Fushi, toute son obsession avec Fushi qui, parce qu'il a échappé, a enlevé tous ses statuts probablement dans son monde natal, j'ai trouvé ça le plus développé comme personnage parce qu'il y avait avec tout le temps. Et je vois que mes collègues ont des interventions là-dessus. Vas-y, finis. Oh non, allez-y. C'est juste pour dire que son obsession, c'est pas tellement du fait que Fushi lui ait échappé. Elle est obsédée par ce qu'est Fushi, qui pour elle est une divinité. C'est pas ce qu'elle a perdu, au contraire, c'est la rencontre avec Fushi, elle y a gagné quelque chose selon elle. Ouais, je pense que c'est pas mal ça. Parce qu'au final, elle a tout abandonné d'elle-même pour suivre ce truc. C'est ça. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de haine envers Fushi. Ou alors peut-être un peu détourné par son obsession, mais c'est pas le sentiment qui la motive. C'est une crise de folle. C'est juste comme ça que je la vois. Oui, définitivement, elle a totalement perdu le nord. Et je trouve ça qui en fait des personnages les mieux développés. Que ça par là. C'est vrai que c'est le fait qu'elle soit là entre son espèce d'amour et de haine pour Fushi, qui le pourchasse, qui a réussi à convaincre les Knockers de pas s'attaquer à elle pour réussir à atteindre Fushi. Ça l'a rendu très charismatique pour moi. Mais c'est aussi parce que elle, on a eu le temps de voir toutes les étapes aussi du développement.
Parce qu'elle est là, en final, elle est là dans chaque arc. Non? Non, elle est pas Peut-être dans le pas deuxième celui-là. arc. Non, Dans Gugu, Pas elle est dans, pas pas dans là. celui de non, Gogo. tu la vois pas du tout dans Mais Takunaha. dans la fin du deuxième arc, celui avec March, elle est là presque tout le long parce que c'est la fin de l'arc, c'est pas mal basé sur le fait qu'elle l'a amené dans la ville puis les conneries qu'elle a faites avec. Mais donc là tu la vois au début qui est normale, enfin normale plus ou moins, hein, c'est comme une connasse mais elle est plus ou moins normale. Puis tu la vois qui d'un coup découvre que le gars il est immortel. Ensuite, elle devient un peu starbe, mais ça va. Puis là, on la voit plus, mais on comprend au dernier arc que clairement, elle a tout laissé pour retrouver Fushi. Oh, elle a plus que tout laissé. C'est quand même... attention, major spoiler. Durant les combats, quand on se rend compte qu'elle a tué Parona pour pouvoir donner une forme de combattant à Fushi. Elle a plus que tout laissé. Mais surtout qu'en plus, sur le coup, moi, quand il a eu Parona, j'étais comme, what the fuck, est-ce que j'ai raté un épisode? Genre, pourquoi d'un coup, il a une forme de plus? Donc là, j'ai lâché mon sel, puis j'ai remis l'épisode depuis le début. Ça, c'est un animé, si tu suis pas tout, tu comprends. Tu lâches un truc, c'est fini. Faut être concentré. Ne regardez pas votre message pendant... Et pourtant, je le trouve pas... Oui, il faut que tu le regardes. Mais je trouve pas que le scénario soit si compliqué, justement. Bah, il est pas peut-être compliqué. un des points forts, c'est que les choses se suivent logiquement. Mais le problème, c'est qu'il faut pas que tu rates une chose. C'est ça, en fait, le fait. C'est que c'est pas compliqué du tout. Mais si tu rates une phrase de l'observateur, tu manques toute sa motivation. C'est ça. Parce que je vais encore reprendre l'exemple de One Piece. Hein. Je m'excuse si vous aimez One Piece. Moi, je regarde, mais je suis pas une grande fan invétérée. Mais genre One Piece, ça m'est déjà arrivé quand j'avais 3-4 épisodes de retard, de pas les regarder dans le bon ordre et de même pas m'en rendre compte. Je m'en suis rendu compte à la fin, genre que je les avais pas vu dans le bon ordre. Mais ça ne m'a pas du tout influencé sur l'histoire. Parce qu'il y a pas forcément beaucoup d'épisodes clés. Là, tous les épisodes sont des épisodes clés. Parce que tous les épisodes participent à la construction des personnages. Donc là, si tu rates une phrase, ben, ça peut être la phrase qu'il fallait pas rater, quoi. Tout est plus ou moins important, en fait. Tu peux pas te permettre de regarder à moitié, mettons. C'est vraiment pas une expérience de visionnage classique. Non, définitivement pas. Il faut avoir, je pense... Si ça fonctionne pas dès le départ, moi c'est ce qui s'était passé à la base, c'est que moi j'avais regardé l'épisode 1 et j'avais juste pas envie de regarder ça à ce moment-là. J'avais pas envie, pleine pandémie, j'avais envie de regarder des trucs un peu joyeux, donc forcément j'ai vu, on peut reconnaître facilement la qualité de la chose, mais c'était clairement pas ce que j'avais envie de voir. Mais si jamais vous vous lancez dedans et que ça passe pas, je pense que c'est pas forcément quelque chose sur lequel il faut insister parce que vous allez pas passer un bon moment. Si ça vous parle, allez-y, c'est cool. Sinon c'est pas la peine de forcer. C'est drôle parce qu'il a fallu qu'on force dans le cadre du podcast. J'ai forcé le passage. Pour que je m'y remette. Et je vais être totalement honnête, j'ai arrêté au premier épisode de Gogo juste parce que ça me tentait plus parce que j'étais brûlé par March. Puis c'est là que je me suis rendu compte que c'est peut-être pas si pire que ça. Donc guys, ce qu'il faut retenir, c'est que March elle saoule. Continuez quand même. Ah ouais, j'ai même pas été saoulé, tu vois, pour le coup par March. Mais ouais, c'est particulier, quoi. Comme je disais, on est quand même sur 5 épisodes où le héros ne parle pas. Moi, je pense que c'est ça qui m'a intrigué et que j'ai un peu apprécié. Enfin, un peu que j'ai apprécié. Je sais pas, ça donne un truc différent. Cet animé-là, il a pas la même vibe que les autres trucs qu'on regarde en général. On parle souvent de protagonistes, excusez-moi le terme anglais, mais blank slate, où ils peuvent tout devenir, ils ont aucun caractère, rien qui les définit. Mais Fushi, c'est exactement ça. Il n'y a rien qui le définit, il peut tout devenir. C'est la base. C'est la base. En fait. Oui, c'est ça. C'est ça qui rend la chose différente, qui rend la chose intrigante. C'est justement, il peut tout devenir, alors qu'est-ce qu'il va devenir?
Moi, une des choses qui m'a le plus surpris dans To Your Eternity, c'est le nombre de combats. C'est vrai, il y a des combats partout. Des combats tout le temps. Et puis, il y a du sang. C'est-à-dire, bon bah, Fushi, il est immortel. C'est pas un combattant. Entre les combats contre les animaux, les combats contre les autres humains et les combats contre les knockers, c'est vrai. Il y a vraiment une quantité de bastons assez dingue. C'est vrai. Alors que c'est vraiment pas du tout le thème de l'anime. Et c'est pas du tout ce que j'ai retenu. En plus, maintenant que tu le dis, oui. Mais sincèrement, c'est vraiment pas du tout ce que j'ai retenu. Puis en plus, des fois, c'est bien dégueu. Hein. Ah non, mais c'est souvent bien dégueu. Ok, âme sensible, ça se tient. Non, c'est assez intriguant. Et c'est pareil pour la suite. Hein. Mais d'ailleurs, je trouve que c'est une parfaite transition pour parler des designs. Oui. Les combats, c'est un peu bien dégueu. Qu'en pensez-vous? Oui. Oui, c'est pas une réponse à... C'est pas ma question. moi, j'ai chialé tout mon sou. Hein. On peut faire la transition. On fait la transition. Ah, mais c'était ma transition. On continue comme ça. C'était la transition. C'était une transition. Alors, les designs, le style 1990-2005, j'ai vraiment trippé. Ça fait très différent de ce qu'on était habitué de voir. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bien. Je trouve que ça colle parfaitement à ce que je m'attendais pour ce genre d'histoire. C'est en accord. On perd un petit peu quand même. Pour la version papier, c'est très reconnu. Les gens aiment beaucoup l'expressivité des personnages. On y perd un petit peu, je trouve, sur l'anime. Mais le trait est très particulier. Le trait est très particulier. Des fois, j'aurais tendance à trouver trop dans le manga, un peu exagéré, mais c'est le style de Uema. Pareil comme dans Shape of a Voice, Silent Voice, pardonnez-moi. Les personnages ont parfois des expressions un peu exagérées, mais justement ça qui, tant qu'à moi, réussit à les rendre sympathiques ou antipathiques. Mais c'est globalement très propre. Ça, on peut pas dire le contraire. On est encore sur des boulots de qualité. Tant qu'à moi, à part vers la fin des les 3 avant-derniers épisodes, parce que le dernier était plutôt bien. Moi, j'ai trouvé que la production s'est un peu effondrée. J'ai ressenti peu d'émotion quand tous les camarades de Tonari sont morts. Oups, spoiler. J'ai trouvé ça triste en soi. Mais est-ce que ça tombe pas en adéquation avec le moment où au Japon ça a commencé à être la marde avec le Covid? Parce que je sais qu'en 2021, il y a eu un moment où au Japon ça a commencé à être vraiment terrible. Et c'était vraiment après nous, là. Genre, au début ça allait bien parce qu'ils ont fermé la frontière, puis d'un coup ils ont commencé à un peu réouvrir pour les voyageurs travail et tout ça là, étudiants. Et là ils ont eu un énorme pic. Et ils ont commencé à fermer plein de trucs. Est-ce que ce serait pas tombé pendant ce moment-là? Possiblement que ça aurait pu tomber durant ce pic-là pour la production de ces épisodes-là, surtout quand on sait que c'est souvent produit de façon non linéaire. C'est à voir, parce que quand même, les derniers épisodes sont sortis à l'été. Et les délais, il me semble que c'est arrivé surtout printemps et hiver. Alors, dépendamment de quand ces épisodes-là ont été produits, ça pourrait être effectivement un des facteurs qui a contribué à la dégradation de la qualité. Je n'en ai aucune idée. Après, c'est peut-être juste plus de budget aussi. Hein. Je sais pas si vous aviez regardé Machen. Je pense qu'ils ont été budgétés là-dessus. Peut-être. Le manga a été acclamé, il a eu plein de prix. Je pense que ça n'a pas été un problème de budget pour To Your Eternity. Je veux dire, malgré les problèmes de budget, des fois il y a aussi juste des problèmes de temps. Bonjour Wonder Egg Priority. Et qui fait qu'absolument tout s'effondre parce que trop d'efforts sont donnés sur certains épisodes, ou juste sur le début. Peut-être que c'est ça qui s'est passé avec celui-là aussi. Ça serait une très bonne hypothèse. Personnellement, la musique... C'est ce que j'allais dire. Qu'avez-vous pensé? Ça accompagne, mais encore une fois, ça me reste pas en tête. Hein.
Bah, ça me reste pas en tête non plus, mais en plus de ça, j'ai détesté le générique. Il est particulier, hein. C'est pas ce à quoi je m'attends forcément pour ce genre d'anime. L'opening ou Mais en même l'ending? temps, L'opening. opening. Ah ouais? Mais parce que Mais moi, justement, je trouve que ça colle à l'animé, pour le coup, mais j'ai pas du tout aimé. Genre, vraiment, vraiment pas. C'est peut-être pour ça aussi que je le regardais pas. Je devais partir ailleurs. Moi, je trouve que ça collait plutôt bien ça montrait toutes les futurs alternatifs des personnages que Fushi a absorbés, en fait. Mais moi, non, je dis pas sur les images. C'est Ah, vraiment sur la le musique? son, la musique, genre. Hmm. La musique, c'était vraiment pas... Non, j'ai pas du tout. Bah, justement, je m'en souviens parce que je l'ai pas aimé. Moi, ça a été pour les épisodes. J'étais beaucoup sur le clou de l'arc de la prison. Mais parfois, je trouvais que ça ne fitait pas du tout. Des musiques orchestrales un peu tonitruantes pendant que tout le monde meurt. Qui n'avaient pas le mood que moi, personnellement, j'aurais pensé que ça fit avec. J'avoue que j'ai plus aucun souvenir de ça. Ça me montrait à quel point ça m'a marqué. Évidemment, c'est malheureusement, les derniers épisodes qui m'ont marqué. Les premiers, ils sont un peu trop loin. Je les ai pas re-regardés pour le podcast. Je pense que de toute façon, l'objectif de la bande-son n'est pas de passer au-dessus des sentiments que veut procurer le. Non, en effet, ça doit l'animé. les améliorer et les porter. Je pense qu'ils n'ont pas voulu trop en faire non plus, et c'est pour ça qu'elle est un petit peu anecdotique. Pas mauvaise, hein. Je veux pas dire mauvaise par là, mais juste, elle s'impose pas à l'oreille, parce que y a pas de raison qu'elle s'impose à l'oreille. Ça résume Donc bien. encore une fois, un animé avec des musiques banales. Mais pour une fois, un animé avec des rôles féminins forts et pleins. Oui. Vrai. Bah en fait, Je suis un peu dur, parce que à part goût, le reste c'est juste des filles, hein. Des femmes. Le garçon du début. Oui, c'est vrai. Mais lui, je le compte même pas vraiment parce que pour moi, lui, c'est Fushi. C'est Bushi. Donc en fait, c'est ça pour moi, c'est même pas un personnage, c'est Fushi. Donc si on reprend lui et Gugu, tout le reste c'est des femmes ou des fillettes. Je l'avais même pas pensé jusqu'à ce qu'on me le fasse remarquer. Parce que c'est bien introduit. oui, Oui. parce que c'est pas important au final que ce soit ça. Pas comme dans Mais Avengers c'est- où ils nous font le girls power à la fin. Là. Et que tout le monde a catché que c'était ça qu'ils avaient fait. Eh oui, mais s'il l'aurait pas fait, ça aurait manqué. Bah je suis pas sûre, non. Je suis pas convaincue de ça. Qu'il le fasse ou J'ai qu'il pas le fasse envie- pas, il y a du Ouais. monde qui aurait chialé. J'ai pas envie de leur taper dessus parce qu'ils l'ont fait. Alors oui, après, ça a été fait. On part sur autre chose, mais bon. Oui, ça a été fait. C'est juste un truc commercial, quoi que ce soit. Mais ça fait pas de mal d'en avoir au final. Oui, mais c'était mal introduit ça. Pas comme dans celui-là où c'est le girls power très bien introduit. Exactement. Et donc après tout ça, les gars, qu'en avez-vous pensé? Gros blanc. Personne n'a rien pensé. J'avais encore une fois ouvert les hostilités. Comme j'ai dit au début, j'aurais aimé. Je pense que j'ai bien regardé la saison 2 ou me convertir au manga. À savoir, c'est un truc que je recommanderais. Ça dépend des goûts de la personne qui me le demande. Ben, c'est sûr que c'est pas un truc que tu recommandes à un néophyte, mettons. Tu dis pas, ah, t'as jamais vu d'anime, tiens, regarde celui-là. Effectivement. Moi, je vais reprendre un petit peu ce que je disais en début, c'est que ça dépend beaucoup de ce que vous avez envie de trouver à l'intérieur, est-ce que ça va vous parler ou pas. Et personnellement, j'ai trouvé ça très sympathique, parce que assez unique en son genre. Mais si jamais, clairement, vous accrochez pas, ne forcez pas, parce que si à l'épisode 4 ça va pas, c'est pas l'épisode 16 qui va vous faire changer d'avis, je pense. On pourrait être surpris. Et pour avoir lu le manga,
c'est pas le chapitre 117 qui vous fera changer d'avis non plus. C'est drôle parce que j'ai beaucoup entendu, en faisant mes recherches, le manga aurait dû finir au chapitre 116. Et oui, j'ai pris le chapitre 117 exprès. Je vais répondre à ma propre question aussi. Moi, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, Eggs, que ça dépend ce que tu as envie de regarder quand tu as envie de le regarder. Et moi, au moment où c'est sorti, c'est au moment où j'étais, je pense, au plus mal dans ma dépression. Et c'est un peu chelou, mais donc, au moment où je suis triste, puis là, à ce moment-là, j'étais vraiment très triste. J'adore regarder des trucs d'horreur et des trucs tristes. C'est genre pour bien m'enfoncer dans ma marde. Donc quand c'est sorti, c'était exactement ce que j'avais besoin de regarder. Mais si c'était sorti, mettons, maintenant, où tout va plus ou moins, voire vraiment mieux, bah je sais pas si j'aurais accroché. Autant que dans les souvenirs que j'en ai. Parce que justement, maintenant qu'on en parle tous ensemble, je me rends compte que c'est pas du tout un truc que j'aurais regardé maintenant. Donc je pense que c'est vraiment une histoire de timing. Ah, bah, ça, je veux bien le croire. Ça, Il y a beaucoup de choses qui sont des histoires de timing. Oui, faut avoir le bon état d'esprit, je pense, pour entrer dans cette série-là. Oui, et pas dans le sens, il faut penser de la bonne manière. Hein. Dans le sens, il faut que vous y trouviez votre compte. Oui. C'est ça. Faut pas se dire je regarde puis je force et ça m'emmerde. Exactement. Bah, comme tout, hein, au final. Comme tout. C'est juste que celui-là est vraiment particulier. Ouais, mais il y a des trucs où tu peux forcer parce que c'est con et ça passe. Lui, tu perdras juste ton temps. Mm. Parce que t'en tireras rien et tu feras juste que ne pas apprécier le truc. Donc, une conclusion plutôt mitigée. Ça dépend des goûts. Ça dépend des goûts. Donc, je propose qu'on passe maintenant à notre section recommandations. Ah, ouais, c'est moi qui commence. Comme ça, vous ne pourrez pas me griller. C'est Parce grillé que moi, comment ma ça recommandation... Parce que ma recommandation, c'est un truc que vous pourriez recommander tous les deux. Donc comme ça, au moins, ce sera fait. Ok, Je serais très étonné, mais vas-y. moi aussi, je Oh, suis non, étonnée. mais c'est passé. Bon, bah. Alors, c'est bon, je prends pas de risque. Bah, c'est assez simple. Hein. C'est la nouvelle série My Dress Up Darling qui vient de commencer sur Crunchyroll actuellement, qui est un manga que j'aime beaucoup et qui est très bien animé et toujours aussi sympa. Une histoire une rom-com, techniquement, où un couple va se créer autour de la passion du cosplay pour la fille et la création de vêtements pour l'homme. Je vous en dis pas plus parce que c'est vraiment original, ça vient tout juste de commencer, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Vraiment, quand je dis tout juste, c'est l'épisode 1 est sorti le week-end dernier, qui est le week-end... on est le 11 janvier aujourd'hui. Donc ouais, le temps que je fasse le montage, ce sera fini. Mais bon, On va être rendu au deuxième épisode. Peut-être au 12e même. Bah vas-y, Pat Singleton, je te laisse présenter le tien. Bon, en plus d'appuyer la recommandation de Eggs, définitivement quelque chose que j'aurais pu moi me recommander. J'aurais recommandé le manga, si vous préférez les mangas aux animes, mais l'anime est excellent aussi. Moi, ma recommandation est un manga très en retard, quelque chose que j'avais lu en scan, qui s'appelle Dédale en français ou Hyakumanjo Labyrinth en japonais. C'est l'histoire de deux héroïnes qui se ramassent dans un monde un peu déjanté. On dirait que ça a été bâti à la va-vite. Les pièces sont toutes désaccordées. On ouvre une fenêtre, on se ramasse dans une cuisine. On ouvre une autre fenêtre, on se ramasse dans un salon qui se ramasse aussi une salle de bain. Et ils vont essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là, pourquoi ils sont coincés là, et comment s'en sortir. Si vous aimez les jeux vidéo, le design 3D, la programmation, ou juste les trucs un peu bizarres qui vont vous tordre le cerveau gentiment, pas trop méchamment, c'est super. Fini en 2 tomes, publié en 2016. C'est pour ça que je dis que je suis en retard, mais je suis content d'avoir fait cette découverte-là. c'est un spin-off de Blame. Non, c'est même pas le même auteur. Je dis ça pour rire. Bah vous êtes resté pas mal proche des animés, hein. Je m'excuse, moi je vais m'en éloigner un peu. T'as pas à t'excuser. Moi je vais encore recommander un livre cette fois-ci,
J'hésitais avec autre chose, mais... Oh, je vais recommander l'autre chose pour voir, puis je peux regarder le livre pour la prochaine fois. C'est un truc qui a un rapport avec le Japon, toujours. Je pense que vous deux, vous devez savoir ce que c'est parce que j'en ai sûrement déjà parlé avec vous. C'est Omiyage Box. Oui. Donc, pour ceux qui connaissent pas et qui nous écoutent, Omiyage Box, c'est une boîte qui vient du Japon. Donc, je pense que tout le monde connaît les trucs genre Candy-san ou des choses comme ça qui sont, par exemple, des boîtes de snacks. Vous allez sur le site, vous dites oui, je veux la boîte de Mars. Il vous envoie la boîte, puis vous recevez plein de trucs genre Kit Kat de la saison, des choses comme ça, qui viennent du Japon. Donc là, au Miyagi Faut Box... savoir que les Japonais sont fans des produits de saison comme ça. Mais dans tout. Ça va pas Ouais. être que les fruits, les fruits ou la nourriture qu'on peut avoir. C'est vraiment des Kit Kat. Il y a vraiment des Kit Kat qui sont prévus pour sortir à un mois précis. C'est ça, genre ceux d'Halloween, c'est juste à Halloween, ceux cerisier, c'est juste pour Mars. Ils en ont des spéciales pour Noël aussi, je sais plus c'est quoi. Donc ça, c'est les Kit Kat, mais ils ont ça pour tout, hein. Donc, c'est vraiment facile de trouver des trucs saisonniers. Et justement, au Miyagi Box, eux, leur principe, c'est la même chose, sauf que eux, c'est des produits artisanaux. Donc, en fait, dans la boîte, vous avez de quoi cuisiner, mais de la vraie cuisine, là, pas des snacks. Et un objet d'artisanat. Et en fonction du mois que vous prenez, en fait, soit c'est un thème surprise, donc c'est une préfecture, ils vont dans une préfecture, là ils prennent des produits artisanaux de la région et vous les envoient. Soit par exemple, là, mars dernier, par exemple, c'était Sakura. Donc en fait, ils ont choisi que des produits à base de cerisier. Et moi, ce que j'aime dans le principe là, c'est que, en fait, même si c'est des trucs de cuisine, souvent c'est chiant. Les boîtes de cuisine, c'est chiant, on sait jamais quoi faire avec. Il y a trop de produits et tout. Eux, ils ont un livre où ils expliquent exactement, genre, d'où vient le produit, qui l'a fait et comment le cuisiner. Et à la fin, ils vendent même des recettes où vous pouvez cuisiner tous les produits de la box en un seul repas, par exemple. Donc moi, je trouvais ça vraiment pratique, de un, pour découvrir des nouvelles choses, puis des recettes japonaises, pour manger différent, mais aussi parce que du coup ça soutient les artisans sur place, et en ce moment avec la Covid, la plupart sont vraiment dans la marne, parce que souvent c'est des produits que les touristes aiment acheter, ou que les Japonais qui voyagent achètent, mais en ce moment il n'y a plus personne qui voyage, même les Japonais restent plus ou moins dans leur région. Donc je trouvais que c'était une belle opportunité pour toutes ces choses-là. Donc c'est Omiyage Box. À noter que nous ne sommes pas encore commandités. On n'est pas du tout commandité, mais si jamais Omiyage Box m'entend, je serais ravie d'être commandité. Je crois qu'il en va de même pour nous trois. Comment ? Je pense qu'il en va de même pour nous tous. C'est ça le problème, c'est que si on veut être commandité, il nous faut 3 boîtes, hein. Attention. En plus de ça, maintenant on a l'Omiyage Box normal, mais il y a aussi l'Omiyage Box snack. J'ai découvert ça il y a pas longtemps, puis j'ai eu la box snack Okinawa. Mon T'es sûr Dieu, qu'ils t'ont pas filé guys. un billet là? Parce que tu fais une sacrée promo. Hein. Ah non, ils m'ont rien filé. Je Mais, sais. Pour l'instant. mais je te jure, je suis convaincue. Parce que là c'est con là, mais la Omiyage Box snack, c'est comme justement les conneries de Kit Kat et tout ça, sauf que là c'est pareil, c'est des trucs artisanaux que tu trouves que au Japon et qui sont pas des trucs de marque. C'est vraiment le petit artisan qui fait vraiment son truc. Et dans ce paquet-là, il y avait des chips de patates douces sucrées. Je te jure que quand le Japon ouvre, le premier truc que je fais, c'est aller au Japon, à Okinawa, acheter des paquets de patates douces. C'était fucking bon. J'ai mangé le paquet genre en 10 minutes top chrono. Je m'arrêtais pas, puis d'un coup il y en avait plus. La déception. Donc voilà, c'était la longue promo de Omiyage Box. Pardon. Bon, ça conclut pour aujourd'hui. Hein. Mais avant de conclure, il faut que l'anime Annonce. suivant soit révélé. Oui. Alors, pour la prochaine série qu'on va regarder, on va regarder un classique personnel, un coup de cœur que j'ai bien aimé. Shinsekai Yori ou From the New World. Une autre belle petite histoire un peu étrange et intrigante.
Eh ben, j'ai Eh ben, jamais soit. entendu parler de ça, fait que j'ai bien hâte de découvrir. Jamais? Jamais. On regardera ça. Vous êtes en chemin pour une belle ride. Avant de vous quitter, je voulais surtout remercier les gens qui nous ont envoyé des messages puis des commentaires sur Instagram surtout. C'est Cœur avec les vraiment mains. cool. C'est vraiment cool d'avoir vos retours puis de savoir les points qui vous ont plu et moins plu. Notamment le son de mon micro qui était bien dégueulasse, fait que j'espère que vous êtes contents. J'ai un nouveau micro. En tout cas, merci encore de votre soutien, c'est vraiment apprécié. Puis ben à la prochaine tout le monde. Merci à tous, à la prochaine. À la prochaine!